Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour. Une fois de plus, histoire et patrimoine vont rythmer notre émission. Aujourd'hui, nous sommes au Parc Explore Wendel de Petite-Rosselle. C'est le lieu emblématique pour parler du charbon. Et oui, c'est le matériau qu'on a choisi d'évoquer avec vous aujourd'hui. Alors tour à tour, nos invités nous livreront leurs témoignages. Mais avant ça, je vous propose d'en savoir plus sur la naissance de l'activité charbonnière. L'extraction du charbon dans les mines débute à la Révolution industrielle au XIXe siècle. En Lorraine, c'est plus précisément en 1816 que naît cette activité. Tout d'abord, on tente de localiser le charbon lorrain à Chenec. Le but, supprimer la dépendance des industries locales du charbon importé de l'étranger. Les tentatives se révèlent peu fructueuses, mais les Lorrains continuent l'expédition. En 1821, toujours à Chenec, une première concession voit le jour sous la direction de messieurs Gangloff, Thierret et Rupier. Un démarrage modeste pour le premier puits du bassin houiller mosellan, la succession de problèmes techniques et financiers n'arrangeant rien. Mais après la reprise de la concession par Charles de Wendel en 1846, concession désormais appelée la Compagnie des houillères de Styrin, et la création de la ligne de chemin de fer Metz-Saarbrücken en 1852, arrive l'année de consécration pour les mines de Moselle, 1856. Une date de naissance symbolique pour le bassin houiller où se développe une véritable production industrielle à Petite-Rosselle. Dès l'année suivante, en 1857, plusieurs concessions se forment sur l'ensemble du bassin houiller lorrain, Carlin et Orwald en 1857 ou encore La Houve en 1858. Mineurs et pioches s'affairent dans les mines. L'industrialisation de la région se met en route et la grande aventure du charbon lorrain est lancée. Catherine Koenig, on se trouve là au niveau du musée Les Mineurs Wendel, Oui. à Petite-Rosselle. On est en quelque sorte au cœur du bassin houiller là. Oui. Comment était articulée l'activité ici ? Alors ici, on est donc dans le site qui a vraiment donné un peu naissance au bassin houiller, parce que c'est ici qu'on a découvert une très grosse veine de charbon, d'une ouverture de plus de 8 mètres, donc c'était quelque chose de très exceptionnel. Et donc c'est ici finalement le premier siège qui a ouvert ici, le siège le plus important. Et la particularité du siège ici, c'est qu'on en a deux en fait. On a le siège Wendel ici, et de l'autre côté, à quelques mètres, on a le siège Villemain. Alors pourquoi on a deux sièges si rapprochés ? Parce que notre veine de charbon sous nos pieds, elle a une faille. Et on ne pouvait pas du coup faire communiquer ces deux parties du gisement. Et donc c'est pour ça qu'on a dû construire ces deux sièges l'un à côté de l'autre. C'était une obligation technique en fait. Voilà, pour le coup, ouais, c'est ça. Alors ici sur le secteur, dans chaque famille, il y a un ancien mineur. Est-ce que c'est le cas dans votre famille ? Oui, c'est le cas. Alors moi je travaille au musée Les Mineurs aujourd'hui. Oui. Je suis finalement la 4e génération à travailler dans le charbon. D'accord. Donc mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont tous travaillé ici, et mon grand-père a d'ailleurs travaillé dans ce siège il y a quelques années. D'accord. Et tout un symbole finalement. Oui, effectivement, ouais, ça faisait partie intégrante de la vie des gens ici dans le secteur. Alors, ouais. comment ça se passait au niveau familial ? Vous viviez complètement charbon, tout était articulé autour du charbon ? Oui, on peut dire ça. Ouais. Mon père a travaillé jusqu'à la fin de l'exploitation en 2004 à La Houve. Et donc moi j'avais une petite vingtaine d'années à l'époque, et c'est vrai que on a toujours été chauffé au charbon. Quand je rentrais de l'école, il y avait la tonne de charbon devant la porte qu'il fallait après ramener dans la cave. Donc ouais, c'était une partie intégrante de la vie. Les enfants de mineurs allaient ensemble à l'école, ils partaient ensemble en vacances. On vivait en quelque sorte en autarcie un petit peu tous ensemble, dans toutes les cités minières, quoi. Ouais. Et s'il y a autant de mineurs sur notre secteur, c'est parce que l'activité a connu un pic. Allez, on fait un retour sur ce boom de l'activité. Alors que la production de charbon déclinait d'année en année depuis 1960, la hausse des prix du pétrole a créé une situation nouvelle. On doit désormais faire davantage appel aux ressources nationales. La production diminue moins vite. En 10 années, il faudra extraire 50 millions de tonnes de plus que prévu. Un tel changement d'orientation a entraîné un effort d'embauchage et de formation. Il implique aussi des investissements. Du matériel nouveau a été mis en service au fond. Cette pelle géante, quant à elle, vient d'être livrée à la mine à ciel ouvert de Decazeville.
Tel puits abandonné a été remis en activité. Tel autre a vu sa fermeture repoussée. Il faut aussi creuser des galeries pour exploiter de nouvelles veines. Enfin, des campagnes de sondage permettent de reconnaître des gisements. Mais CDF Énergie étend plus loin son action. Les Charbonnages de France prennent des participations dans des mines de charbon à l'étranger, notamment aux États-Unis. Les Charbonnages collaborent également à la mise en œuvre d'autres sources d'énergie, la géothermie par exemple. Catherine Koenig, quand on vient ici, on voit tout de suite aux abords du musée que le paysage est marqué. Oui. En fait, l'activité charbonnière, elle a eu un vrai impact sur le paysage. Oui, effectivement, on est parti de quasiment rien à énormément, parce qu'on a eu beaucoup d'installations, beaucoup de puits qui ont été foncés dans la région. Il y avait en tout 58 puits, entre 1818 et la fermeture en 1987 à peu près pour les derniers qui ont été faits. Donc ça a eu un impact énorme sur toute la région. C'est pour ça qu'on voit des terrils notamment, c'est ça, ces grandes dunes. Oui, c'est ça, ouais. Donc ces terrils-là, en fait, c'est les roches qui étaient sorties de sous terre pour creuser les galeries, qui étaient entreposées là, et aussi les restes du traitement du charbon dans les lavoirs qu'on entreposait sur les terrils. Donc le terril qui est là, aux alentours du musée, il fait quasiment 3 km de long. Ah oui. Donc c'est très très grand, oui. Et pour les communes du secteur, comment est-ce qu'elles ont dû s'adapter? Est-ce qu'il y a eu aussi un impact sur elles? Un impact, oui, très important, parce que tous ces gens-là qui ont travaillé à la mine, il fallait bien les loger. Donc c'est ça qui a motivé du coup la construction de toutes ces cités minières. Et donc c'était des cités minières, pareil, qui vivaient un petit peu pareil en autarcie, puisqu'on avait des magasins d'alimentation dans chaque cité. Les mineurs étaient à quelques minutes à pied de leur lieu de travail. Ils pouvaient vivre ensemble et faire leurs courses toujours pas très loin, quoi. Ouais. C'est comme ça aussi qu'on a vu naître des infrastructures, des routes, des axes. Effectivement, ouais, parce que après tout ce charbon-là, on va le vendre à des clients, donc forcément il faut le transporter. Et quand on a inauguré donc les premières voies ferrées Nancy-Metz par exemple, c'était aussi un petit peu grâce au charbon. Oui, effectivement, parce qu'il faut dire que fut un temps, le charbon avait un véritable poids économique sur le secteur. Allez, on fait le point dans ce reportage. L'annexion de l'Alsace-Lorraine en 1871 renforce le poids économique des mines. Un territoire jugé stratégique pour les Allemands qui se décident à intégrer le paysage minier dans leur espace économique. Le bassin houiller couvre 49 000 hectares et 70 communes. Favorable au développement minier, l'Allemagne réunit plusieurs concessions, une action pourtant interdite par le droit français. En 1873, la Société des mines de Sarre et Moselle, la Saar- und Moselle Bergwerksgesellschaft, voit le jour. Fruit du regroupement de 8 petites compagnies situées au sud et à l'ouest du bassin lorrain. Au début du XXe siècle, la production du charbon lorrain bat son plein. De 230 000 tonnes extraites en 1870 à 4 millions en 1913, le rendement et le poids économique de la houille sont en plein essor. En 1920, les houillères de Moselle connaissent une période de forte expansion. La production de charbon lorrain passe à 6,7 millions de tonnes en 1938. À cette époque, près de 25 000 agents travaillent et descendent à la mine. En 1945, place à la bataille du charbon. Pour relancer l'économie et fournir la qualité nécessaire d'énergie aux Français, l'État développe les houillères du bassin de Lorraine, dites HBL, dans le cadre de la nationalisation. Leur objectif, tripler la production grâce à plus de 42 500 employés et réaliser d'importants travaux de modernisation. 800 millions de tonnes de charbon ont été extraites des houillères de Lorraine, dont 591 millions depuis 1946. Les houillères de Lorraine, c'était 58 puits, 2 coqueries, 2 centrales électriques, 10 stations de pompage et à l'apogée de son activité,
En 1957, 46 748 mineurs. Mais déjà, l'émergence de nouvelles sources d'énergie présageait de l'abandon de l'exploitation charbonnière en France. En 2004, la houve remontait le dernier charbon de France. Vous le voyez au nombre de tenues pendues ici, les mineurs étaient nombreux sur le secteur. Mais malgré tout, le métier de mineur reste un métier à risque avec de nombreuses facettes. Allez, on découvre les différents métiers de la mine. Abatteur, reculeur, herscheur, lampiste, porion, géomètre ou ingénieur, les métiers de la mine sont nombreux et ont évolué avec le temps. On exploite les couches de charbon par veine en plusieurs types. Les plateurs, couches inclinées de 0 à 30 degrés, les semi-dressants, couches inclinées de 30 à 45 degrés, et les dressants, couches inclinées de 45 à 90 degrés et plus. Dans les dressants, on travaillait à la pioche et à la pelle. Au départ, le haveur ou abatteur travaillait équipé d'une pioche ou d'un marteau-piqueur. Il abattait le charbon. Il était assisté du reculeur qui déblayait le charbon. Ce dernier était ensuite mis en wagonnet et convoyé vers les ascenseurs. Mais dans l'entre-deux-guerres, la mécanisation va s'accélérer, et en particulier dans le bassin houiller de Lorraine. L'arrivée au fond de l'électricité va donner naissance à de nombreux métiers. Si le porion reste le contremaître de fond, le mineur deviendra conducteur de machine, mécanicien ajusteur ou encore électromécanicien. Les haveuses abattent le charbon à un rythme effréné. Des locotracteurs à batterie ou diesel permettent de convoyer la matière vers la sortie. Le triage, qui se faisait manuellement au départ, sera réalisé dans les lavoirs. Dans ces derniers, la production sera déversée dans un mélange d'eau et de magnétite. Le charbon, moins dense que les pierres stériles, flottera. La modernisation des fosses ne rendra pas le travail moins pénible pour les mineurs. Augmentation des poussières, du bruit, de la pollution de l'air, la silicose deviendra la première cause de mortalité, sans oublier les risques de coups de grisou et de coups de poussière, d'inondations ou d'éboulements. On dénombre quelques 15 000 morts en un siècle dans le bassin houiller de Lorraine. Et nous voilà au cœur de cette mine reconstituée, toujours au musée Les Mineurs Wendel. Je suis avec Gaston May. Vous êtes un ancien mineur. Oui. Alors, c'était quoi votre métier exactement ? Bien, mon métier, j'ai commencé en tant qu'électromécanicien à l'âge de 17 ans et demi au fond, automatiquement affecté dans les chantiers mécanisés ou très mécanisés. Ça consistait en quoi ? L'électromécanicien, c'était celui qui s'occupait de l'assemblage des machines, le démontage des machines et puis la maintenance. Un engin comme ça, il y avait beaucoup de maintenance à faire, en particulier les week-ends. Donc en semaine, on produisait le charbon. Et le week-end, le samedi et le dimanche, très souvent, on était également sur place pour réparer ces engins pour que le lundi, on puisse de nouveau faire de la production. Voilà. Alors quand on parle des mineurs, on entend souvent parler du porion. C'était qui ce porion ? C'était quoi son rôle exactement ? Alors le porion, c'était en fait l'agent de maîtrise au fond de la mine. Au jour, on l'appelait l'agent de maîtrise ou le contremaître. Oui. Et au fond de la mine, cet agent de maîtrise avait un nom, c'était le porion. C'était une classification professionnelle. Le porion chef de quartier, le sous-chef porion et le chef porion. Donc il y avait différentes étapes pendant la carrière. Il commençait, c'était un ouvrier en fait, qui partait à l'école, qui était formé en tant qu'agent de maîtrise. Ensuite, au fil de sa carrière, il pouvait promouvoir, donc passer porion chef de quartier, sous-chef porion, chef porion. Voilà, il y avait des grades, oui. Là, on se trouve devant une machine assez impressionnante. Elle est emblématique en fait de la mine. C'est une haveuse, c'est ça ? Oui, c'est la haveuse, c'est l'Electra 2000. La machine la plus puissante qu'on ait jamais utilisée au fond de la mine. C'était important de mécaniser les procédés. Qu'est-ce que ça a permis ? D'abord, l'électrification à partir de 1950 au fond nous a permis justement de mettre en service des machines gigantesques telles que celle-ci, électro-hydrauliques. Grâce à l'électricité, grâce à l'hydraulique, les conditions de travail d'abord, et ensuite surtout la production a été multipliée par 10, par 15 grâce à cette mécanisation. Donc elle s'est faite toute doucement à partir de 1930 et ensuite l'électrification en 1950. Et voilà le
résultat. Là, vous êtes en face d'une machine emblématique. Oui, la machine en fait minière du 21e siècle. Et il faut dire qu'il valait mieux mécaniser les procédés parce que la réserve de charbon ici sur notre secteur était tout simplement la plus grande réserve de France. Un bassin houiller exceptionnel. De par son volume, le bassin houiller de Lorraine n'a rien à envier à celui du nord de la France. Le volume de ces réserves lui a permis d'assurer 2 siècles d'exploitation. De plus, cette exploitation était relativement facile. En effet, la profondeur moyenne d'extraction était de 600 mètres, même si au cours des dernières années d'exploitation, on est descendu bien plus profond. La puissance moyenne des veines atteignait 2,14 m, ce qui a autorisé une mécanisation poussée. À partir des années 60, on sortait 2860 kg de charbon par homme et par poste. On atteint une production record de 15,6 millions de tonnes extraites en 1964, ce qui classe à cette époque le bassin au premier rang européen. En 1996, le rendement atteint des sommets avec 6 833 kg par homme et par poste, avec une production annuelle réduite. Ce gisement a pu profiter de sa proximité avec le bassin sidérurgique, mais pas tout de suite. Le charbon lorrain était au départ impropre à la cokéfaction classique. Il s'agit de charbon jeune dans l'ensemble et pour les 2/3 de flambant gras, très riche en matières volatiles et très grisouteuse. Ces propriétés confèrent au charbon des houillères de Lorraine, dans la carbochimie, une grande supériorité sur les charbons du Nord et du Pas-de-Calais, mais ne pouvaient pas servir à la sidérurgie. Le coke obtenu n'était pas assez dur et homogène. En 1947, les 160 000 tonnes de coke étaient tout juste bons pour une utilisation domestique ou quelques utilisations industrielles de second plan. Après 15 années de recherche et d'amélioration des techniques, ce charbon a pu être transformé selon le procédé dit de Carlin. Ainsi, le charbon des houillères de Lorraine donnera 40 à 50% de plus de sous-produits que le charbon du Nord. Gilles Berchu, vous étiez commercial au HBL. C'était quoi exactement votre rôle ? J'étais commercial de service exportation. Donc on exportait des coques et des charbons, des produits des HBL en Europe, voire dans le monde. C'était un des services commerciaux des HBL, qui était un service qui était très vaste, qui n'était destiné pas qu'à l'export, mais à l'ensemble du marché national aussi. D'accord. Et pourquoi est-ce que les gens avaient besoin en tout cas de notre charbon ? Notre charbon, c'est une richesse du sous-sol, bien sûr, mais la valeur du charbon, elle réside surtout dans le travail et les techniques de l'entreprise. Pour l'élaborer, on fabriquait ici des produits très élaborés, notamment dans les lavoirs. Chaque lavoir, que ce soit maintenant Wendel, Simon, de Vernoujoul, chacun avait ses caractéristiques proches, ses calibres, son concassage, etc., son mode de livraison aussi. Et ces produits-là étaient destinés à différents types de marchés. Ils étaient élaborés en fonction d'ailleurs des besoins des clients. D'accord, mais globalement c'était un charbon de qualité, c'est ça qui était reconnu ? Le charbon lorrain avait à la fois des qualités physiques et chimiques particulières qui étaient appréciées. Les coques qu'on fabriquait aussi, c'était des coques très élaborées. Et de ce point de vue-là, les débouchés se retrouvaient autant dans l'industrie que dans le tertiaire, que dans la sidérurgie, comme je l'ai dit, comme à l'exportation, comme dans l'électrométallurgie. Enfin, les domaines étaient très divers. Vaste, Les qualités spécifiques de nos charbons, c'était donc effectivement le travail qui était fait sur le produit, sa qualité du produit, sa fiabilité. Et puis aussi la fiabilité des livraisons. Il fallait charger tous ces produits dans les lavoirs, il fallait former les trains, il fallait les expédier dans les délais. Comme nous étions une entreprise industrielle qui avait des clients industriels, il fallait être parfaitement adapté et parfaitement à la demande de clients d'un marché très, très, très exigeant. Et qui étaient les concurrents alors du charbon lorrain ? Le charbon lorrain était concurrencé. Le marché du charbon mondial était un marché qui était très ouvert. Nous étions un producteur européen qu'on peut comparer au charbon allemand, notamment à nos collègues des Arbergwerke qui étaient juste à côté, avec lesquels on travaillait d'ailleurs en parfaite harmonie. Ce sont plutôt ces charbons-là qui étaient nos concurrents. Pour les usages, il y avait du charbon sud-africain, bien sûr, il y avait du charbon polonais aussi, il y avait du charbon américain.
il y avait déjà du coq chinois qui venait. Nos produits étaient surtout concurrentiels par leurs caractéristiques propres, le sérieux de la fabrication, la qualité, l'excellence du produit et puis dans sa fiabilité de livraison. Et puis on l'a dit, hein, vos clients venaient voilà, à travers l'Europe en fait, hein, pour chercher notre charbon lorrain. Et il faut dire aussi que côté salarié, les gens venaient également de loin. On a assisté sur le secteur à de véritables flux migratoires. Regardez. Ah ja, und dann wird noch geschossen vorher, ne? Da schießt man, ich weiß nicht, wo der ist. Und der Harry? Der Harry, der ist verschwunden. Ich weiß nicht, der ist vielleicht ein Stoß 1 oder 2, ich weiß Ah, nicht, wo der er ist wahrscheinlich an seine Munition holen, ne? Von Asien. Ach so, ja. Ja, aber das müsste aber nicht so lange dauern, da, wenn der Panzer da steht. Da, ne? Ah, es fängt nochmal unser Abend auf. Ah, jetzt läuft er wieder. Ja. Aber da ist gut, da kann man anfangen Holz fahren, ne? Si la première langue parlée au fond était naturellement le plate, les mineurs du bassin houiller sont d'origine très diverses. Les flux migratoires ont commencé après la Première Guerre mondiale. Les houillères, revenus à la France, sont en pénurie de main-d'œuvre. C'est en 1921 qu'arrivent les premiers Polonais. La France devient aussi une terre d'asile pour les Russes, chassés par le bolchevisme, les Italiens fuyant le fascisme. Et dans les années 30, ce sera au tour des républicains espagnols et des victimes du nazisme de tenter leur chance. Et enfin, les Algériens après la Seconde Guerre mondiale. Les 70 communes du bassin houiller seront confrontées à cette immigration massive. De plus, à la Libération, il a fallu augmenter la production de charbon. Pour cela, les HBL ont embauché à tout va et il a fallu loger ces nouveaux arrivants. Partout, on a construit de nouvelles cités, comme à Roulin. La cité pour les mineurs est sortie de terre en 1955. 10 bâtiments comptant 364 logements. Les 9 autres prévus dans le projet initial ne verront jamais le jour. De quoi susciter la jalousie des Roulingeois, qui pour la plupart habitaient encore des baraques. Mais la cité a permis au village d'accéder plus vite et à moindre coût à l'eau courante et le travail à la mine a incité les rapprochements. Les nouveaux venus se sont vite intégrés. En 1959, 6 conseillers municipaux sur 17 étaient issus de la cité, alors qu'en 1957, on célébrait le premier mariage village-cité. Un exemple parmi tant d'autres parce qu'au fond, quelle que soit son origine, le travail rapprochait les hommes. Passé la première descente, la solidarité était le maître mot. Marcel Koenig, là on se trouve dans la cité du Kreuzberg, à Forbach. Oui. Donc c'est la cité typique des mineurs en fait. Qu'est-ce qu'on retrouve ici comme logement ? On retrouve tout type de logements, des logements qui étaient attribués à des ouvriers ou aussi à des agents de maîtrise. Ouais, ouais. Et donc en fonction des demandes qui étaient faites, chacun pouvait postuler pour un logement en fonction de la catégorie de personnel à laquelle il appartenait. D'accord. Et donc ce qu'on a autour de nous, c'est des maisons qui sont dédiées à 2 familles, c'est ça ? Expliquez-nous un petit peu comment ça se passait cette vie ici. Alors autour de nous, effectivement, ce sont principalement des logements à 2 familles. Il y en a aussi d'autres avec 4 voire 6 familles. Et donc chacun vivait un peu vivait de son côté dans ces maisons. Et vous, personnellement, vous êtes un ancien mineur. Oui. Donc vous venez du Kreuzberg aussi ? Alors j'ai habité d'abord dans une cité à Petite-Rosselle et ensuite quand je suis passé maîtrise, j'ai fait une demande pour avoir un logement d'agent de maîtrise que j'ai reçu ici au Kreuzberg et que j'occupe maintenant depuis plus de 30 ans. Et cette vie ici dans une cité, comment ça se passe ? C'est une vie particulière ? Vous êtes entre mineurs, les enfants de mineurs jouant avec les enfants de mineurs. Comment vous l'avez vécu ça ? C'était effectivement le cas quand mes enfants étaient jeunes. Maintenant ils sont grands, donc ils se sont installés de leur côté. Mais c'est encore quelque chose que l'on retrouve avec les jeunes d'aujourd'hui. Il est à noter que beaucoup de maisons, de plus en plus de maisons sont maintenant occupées par des privés, sont donc louées par la société Sainte-Barbe à des privés et donc les mineurs sont de moins en moins nombreux. Présents sur les cités, ils laissent au fur et à mesure leur maison, effectivement. Alors là, on est devant des logements typiques des mineurs, mais c'est pas le seul avantage qu'avaient les mineurs. Il y avait tout un tas d'autres avantages qui faisaient partie de leur statut. Je vous propose de faire un point sur ce statut du mineur. On a longtemps considéré la vie du mineur comme une existence austère et privée de joie. Ce fut vrai dans le passé, mais de grands efforts ont été faits pour la rendre plus souriante, pour lui donner un cadre non seulement décent, mais agréable. Le
mineur a le droit de goûter la douce quiétude du foyer. Et, comme Candide, il peut cultiver son jardin. Dans les principaux bassins houillers, on s'occupe de construire de nouvelles cités, non point de ces cités ouvrières à l'aspect morne et rébarbatif, mais de grands villages harmonieux et riants où le travailleur puisse trouver la détente et le repos. Si les mineurs ont depuis le début de l'exploitation charbonnière bénéficié d'un logement dans les cités qui ont été érigées sur l'ensemble du bassin houiller, il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils obtiennent un véritable statut. Le 14 juin 1946, le mineur est doté d'un statut particulièrement avantageux. Un statut où la pénibilité et les risques du métier sont reconnus et récompensés par des avantages substantiels. Les mineurs obtiennent des avantages en nature, parmi lesquels le droit au logement et l'attribution de combustible aux mineurs en activité, aux retraités et à leurs veuves. Le statut du mineur accorde d'autres avantages, une sécurité sociale spécifique, des garanties salariales, le droit au congé payé, l'exercice de l'action syndicale, la durée du travail, ainsi que le transport gratuit pour le personnel et la dispense des obligations militaires. Il prévoit également des dispositions en faveur de l'éducation et de la formation, l'institution d'écoles d'apprentissage et d'éducation professionnelle gratuite. Il crée enfin un fonds de bourse pour frais d'études à la charge de l'entreprise. Le mineur est désormais un homme respecté et considéré. Il se voit même attribuer le titre de premier ouvrier de France. Gérard Bruck, nous revoilà au musée Les Mineurs. Alors ce musée, en fait, sa création a même été anticipée avant la fermeture de la mine. Voilà, ce musée a été anticipé avant la fermeture des mines en général, houillères du bassin de Lorraine. Ici, au moment de la fermeture en 1986, personne n'imaginait encore ce que le site allait pouvoir devenir. Mais très rapidement ensuite, un certain nombre de dirigeants des houillères du bassin de Lorraine ont décidé de lui donner un avenir en le fléchant comme étant le futur lieu, le futur musée du charbon lorrain à garder pour l'éternité. Alors c'était quoi l'objectif, le rôle du musée, c'était quoi, d'être un témoin du passé, c'était quoi exactement? Effectivement, à partir d'associations de mineurs, la flamme a été entretenue, le lieu a été conservé, l'idée est devenue donc le maintien ici d'un lieu de mémoire, oui. D'un lieu de mémoire actif et vivant qui permette d'attirer un maximum de monde pour que la mine, le passé charbonnier puisse être raconté un peu à tout le monde. Et ce lieu où on parle du passé, quel est son avenir ? L'avenir réside effectivement dans le fait de développer l'attractivité des alentours de la communauté d'agglomération Forbach-Port-de-France et plus généralement le bassin minier lorrain. L'objectif, c'est d'attirer un maximum de monde au travers d'activités culturelles diverses et variées, que ce soit maintenant des spectacles en extérieur, que ce soit de la musique, du théâtre, de la culture, afin qu'en découvrant comme ça au détour d'un chemin qu'il existe un lieu, une mine, qu'on peut découvrir notre passé. Voilà, un endroit où on peut revivre le passé. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous propose de revivre les derniers instants du charbon jusqu'à aujourd'hui. Voici le dernier charbon de France. En 2004, le puits de la Houve à Creutzwald cessait son activité. C'était la dernière exploitation charbonnière du pays. Que reste-t-il aujourd'hui des 58 puits foncés dans le bassin houiller entre 1818 et 1987 ? Une quinzaine de chevalements qui sont encore visibles dans le paysage, mais pas seulement. Depuis de nombreuses années se profilait la fin du charbon dans la région. Le siège Wendel cesse son activité en 1986. Dès 1988, les houillères du bassin de Lorraine acceptent la mise à disposition du site Wendel dans une perspective de sauvegarde du patrimoine minier. C'est ainsi que débute l'aventure du musée Les Mineurs Wendel. La mine Wendel ouvre ses portes au public en 2006. Il s'agit du seul site minier français présentant les techniques d'exploitation du charbon utilisées jusqu'à la fermeture de la dernière mine française. Guidée par d'anciens mineurs, la visite de ce site est un voyage unique au cœur d'une histoire industrielle chère à toute une région. Le souvenir a aussi été ravivé par les enfants du charbon. Depuis la remontée du dernier charbon, l'association offre un spectacle estival sur le site du carreau Wendel pour rendre hommage aux mineurs, à leurs familles, en racontant leur histoire.
L'histoire du charbon en France est finie, mais pas celle des gens d'ici. Si en 1960, les 2/3 de la population de cette région vivaient des ressources des houillères, il a fallu opérer une reconversion économique amorcée bien avant la fermeture de la dernière mine. Le paysage a changé, mais la mine est encore dans le cœur de ceux qui ont vécu cette aventure de l'intérieur. Aujourd'hui, on parle plutôt de bassin de vie de Moselle-Est que de bassin houiller lorrain. Voilà, notre émission à la découverte du charbon se termine. Un autre volet de notre patrimoine qui a marqué l'histoire du secteur. Finalement, sans être allé forcément au fond, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu tous des gueules noires? Allez, je vous dis à bientôt. Attention, canicule. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour et passez du temps dans un endroit frais. Évitez les efforts physiques. Ne buvez pas d'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Rendez-vous au centre-ville de Beach et au Jardin pour la Paix du 26 au 28 juillet pour les estivales de Beach. Au programme, déambulations, spectacles, démonstrations, concerts et cerise sur le gâteau, un parcours d'obstacles ninja. Et dimanche, le grand feu d'artifice. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Gallery. Le restaurant Victoria à Vitre, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Nouvelle construction ou transformation, au Pays de Beach, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité.